Voilà, donc là, c'est le graphe des patients non malades et là, c'est les patients. Et comme vous voyez, un chevauchement entre les deux courbes. Et donc une valeur est située à cette zone de chevauchement, on ne peut pas l'interpréter. On ne sait pas si ça appartient au groupe des malades ou bien au groupe des non malades. C'est quand on travaille sur les valeurs usuelles. D'où il est plus pertinent de parler plutôt de valeurs de référence. C'est-à-dire quand on travaille sur une population qui est homogène, même âge, même sexe, même origine ethnique, et qu'on aille donc doser le paramètre en question chez cette population homogène, vérifier ensuite la distribution qui devrait être normale ou gaussienne, et bien sûr l'intervalle de référence, c'est l'intervalle de confiance à 95%, comme le montre ce graphique. Donc vous savez, vous rappelez-vous la distribution gaussienne d'une distribution normale, et le centre du graphe c'est la moyenne, là c'est deux écarts types de part et d'autre, et donc ça correspond à l'intervalle de référence, donc c'est la moyenne, plus ou moins deux écarts types de part et d'autre. Et ça explique l'intervalle à 95%. Je ne sais pas si c'est clair ou est-ce que je dois le détailler. Bref, intervalle de référence, l'intervalle que vous avez une fourchette dans un compte rendu de laboratoire, c'est 95% de la population de référence. Il est situé, donc la valeur elle est située dans cet intervalle-là. Comment produire des valeurs de référence? Donc, c'était l'objectif de l'étude au laboratoire. Donc, nous avons essayé de chercher l'intervalle de la vitamine D chez des femmes tunisiennes en bonne santé et non, donc ménopausées et non ménopausées. Nous avons travaillé sur les différentes tranches d'âge. Donc, cette population d'études, bien sûr, les femmes ayant, donc, c'est des femmes tunisiennes, et donc le seuil de PTH, bien sûr, doit être inférieur à 65 nanogrammes par picogramme par millilitre. Donc, ils n'avaient pas d'hyperpara, bien évidemment. Pardon. Les critères d'exclusion, c'était les femmes supplémentées, les femmes ayant une maladie rénale, donc une insuffisance rénale, ou bien hépatique, ou bien un trouble, donc une atteinte du trouble du tube digestif, les femmes également ayant une hypocalcémie, les femmes obèses, enceintes ou allaitantes, et bien sûr celles qui avaient une PTH supérieure à 65 picogrammes par millilitre. Donc une fiche d'étude a été remplie. Et le prélèvement, donc un bilan phosphocalcique, bien évidemment, ça a été fait, associé donc au dosage de la vitamine D et de la PTH. Bon, nous avons dosé d'une manière concomitante la vitamine D et le PTH sur un tube EDTA, parce que comme vous le savez, la PTH, on ne peut la doser que sur un tube, donc tube NFS, c'est-à-dire un tube mauve, avec un acheminement immédiat dans la glace, parce que le marqueur AV, il est donc il est très instable. Il faut l'acheminer immédiatement donc, au laboratoire. Bon, je passe les détails méthodologiques. Donc, finalement, c'était une population homogène de femmes avec, qui sont en bonne santé apparente. Et l'âge moyen de la population était à peu près de 28 ans, avec un minimum entre 19 et 80 ans. Au début, nous avions 213 femmes incluses dans l'étude, mais après avoir dosé le calcium et la PTH, on était amené à enlever presque la moitié. Nous avons travaillé finalement sur 132 femmes. Comme quoi, les femmes qui étaient en bonne santé, qui étaient asymptomatiques, et on avait retrouvé par la suite des valeurs de calcémie un peu légèrement abaissées, mais c'était asymptomatique, ou bien des PTH qui étaient un peu élevés, on était amené à les exclure. L'enquête alimentaire, en utilisant la table Tikwal, a montré un apport journalier qui était pas vraiment effondré, donc à 3 microgrammes par jour à peu près. Mon ami vous a parlé des recommandations de la Society, donc Endocrine Society, comme quoi qu'on recommande jusqu'à 1000 unités par jour comme apport alimentaire en vitamine D. Bon, on peut considérer que l'apport journalier était un peu plus abaissé hein, par rapport aux guidelines. Donc, bien sûr, en unité, c'est à peu près 10 à 25 microgrammes par jour, l'équivalent. Donc, l'exposition solaire, elle était à peu près de 14 minutes en moyenne par jour, entre 10 heures et 14 heures. Ce qui était un peu étonnant, que la moyenne, on s'attendait à voir des chiffres plus ou moins normaux de vitamine D, mais regardez, c'est des chiffres qui sont franchement très abaissés. 6,5 à peu près la moyenne de la vitamine D sur tube EDTA,
sur plasma EDTA, avec un intervalle de confiance qui varie entre 5,24 jusqu'à 7,75, pardon. Donc, remarquez ce chiffre qui était vraiment très abaissé. Et quand on regarde la distribution par rapport à l'âge, quel que soit l'âge, donc les valeurs étaient effondrées par rapport aux normes internationales. Si on regarde les chiffres de PTH, de calcémie, de phosphorémie, il n'y avait pas vraiment de différence significative pour la PTH, quelle que soit la tranche d'âge, mais par contre, pour la calcémie, pour la phosphorémie, nous avons donc observé une différence significative entre les tranches d'âge donc inférieures à 50 ans et supérieures à 50 ans. Par rapport aux habitudes vestimentaires, c'était attendu de retrouver que les femmes voilées avaient des concentrations de vitamine D statistiquement plus abaissées par rapport aux femmes non voilées, mais les deux catégories avaient quand même des chiffres trop abaissés de vitamine D. Donc la moyenne était à 4,9 pour les femmes voilées versus 7,5 nanogrammes par millilitre. Pour le phototype, bien sûr, les femmes ayant un phototype clair, elles avaient donc une valeur de vitamine D à 7,47 versus les femmes qui avaient un phototype foncé, la vitamine D était à 5,5, mais on est toujours loin des 20 nanogrammes dont les articles parlent. Pour l'exposition solaire, c'était à 15 minutes, je rappelle. Et nous n'avions pas observé de différence significative pour le statut marital ou bien la parité dans la population étudiée. Donc, en faisant une petite revue de littérature, les premières équipes qui a publié sur l'hypovitaminose en Tunisie, c'était l'équipe de Rapta, de professeur Salemi. Et qu'est-ce qu'ils ont noté? Regardez, donc je ne sais pas si c'est clair, mais presque 50% de la population avait une hypovitamineuse D. Donc, ils ont travaillé sur 389 sujets sains, entre 20 et 60 ans. La technique, à l'époque, c'était une technique RIA, donc c'est-à-dire radio-immunoassay. Et le seuil de vitamine D utilisé en 2006, c'était 15 nanogrammes par millilitre. Donc, ils ont considéré comme l'hypovitamineuse à partir du seuil 15 nanogrammes. Et presque la moitié de la population était classée ayant l'hypovitamineuse D. Également, dans le même continuum d'idées, l'équipe de gynécologie de Charles Nicholl, ils ont donc essayé de doser la vitamine D chez les femmes en postpartum, donc chez 87 femmes en postpartum, et c'était en 2012. Regardez les valeurs de vitamine D. Donc, quel que soit l'âge et quel que soit le poids, et les habitudes vestimentaires, la vitamine D était toujours aux alentours de 5. Elle n'a pas dépassé en aucun cas les 10 nanogrammes. Hein. Regardez, donc la plus haute valeur, c'était 9,5 nanogrammes par millilitre. Ça veut dire que ce n'est pas propre à Sfax, même à Tunis. Hein. Et même 2006 ou même 2012, c'était alarmant, mais on continuait toujours à dire non, c'est l'hypovitamineuse D. Mieux encore, c'est pas uniquement en Tunisie, mais même en Middle East, en Moyen-Orient, l'hypovitamineuse, elle était rapportée en Arabie Saoudite et quand on a essayé de voir le pourcentage le risque d'ostéoporose, de fracture, etc., bah, les pourcentages, c'est semblable par rapport au reste des pays. Il n'y avait pas de différence significative. C'était presque exactement la même chose. Donc, on doit s'interroger donc, sur les habitudes alimentaires, déjà. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Donc en France, l'autorité de santé en 2006, ils ont un peu revu la question de l'utilité clinique de la vitamine D. Et apparemment, donc, en 2006, l'Europe commence à commercialiser dans toutes les sources alimentaires, les produits laitiers, ils étaient enrichis en vitamine D. Donc, aux États-Unis, c'était c'était antérieur à cette date-là que c'est au niveau des aliments, ils étaient enrichis en vitamine D, que ce soit les céréales, jus d'orange. Et là, à partir de 2006, on commence le seuil, on parle plus de 12,5 nanogrammes, mais plutôt de 25 nanogrammes par millilitre comme seuil à partir duquel on parle d'hypovitamineuse. Donc, comment peut-on parler d'un seuil d'hypovitamineuse D alors que les sujets consommaient de la vitamine D dans leurs aliments, mais ils étaient enrichis en vitamine D.
Donc, on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même population. Nous, nos aliments ne sont pas encore le lait qu'on est en train de commercialiser et n'est pas enrichi en vitamine D. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes habitudes alimentaires. Donc on ne peut pas prendre leur seuil et les adopter en Tunisie. Également, donc, comme vous le savez, les valeurs de référence en vitamine D, ça dépend de l'apport alimentaire en vitamine D, mais également en calcium et également de l'exposition solaire. Donc, que disent les guidelines par rapport à ça? Donc, il y a l'European Food Safety Authority qui a publié donc une analyse, une méta-analyse, également the Scientific Advisory Committee on Nutrition et the Institute of Medicine. Donc, je vous invite vivement à lire ce papier publié dans le prestigieux journal Nutrient sur la vitamine D, Moving Forward to Address Emerging Science. Là, ils ont fait le tour de toutes les publications à peu près concernant le sujet de la vitamine D, concernant les techniques de dosage, concernant la robustesse des études menées sur la vitamine D. Et finalement, cette méta-analyse, qu'est-ce qu'elle il y a des faiblesses méthodologiques dans les études qui ont été menées sur la vitamine D. Un, la dose réponse de vitamine D effet souhaitable sur l'os n'est pas jusque-là bien élucidée. Combien l'exposition solaire elle est recommandée et l'apport alimentaire également, c'est pas encore standardisé. Et surtout, est-ce que le marqueur, la 25 OH vitamine D, reste encore un marqueur valide et fiable donc un biomarqueur pour évaluer le statut vitaminique? Est-ce que c'est encore valide ou pas? Donc, dans la conclusion, qu'est-ce qu'ils disent? Finalement, les trois sociétés savantes, chacune a publié un papier et ces trois papiers ne sont pas à 100% concordants vis-à-vis de ces points-là. Je vous invite à examiner ce tableau. Par exemple, pour le seuil décisionnel de la vitamine D, ça a été publié en 2018, le papier. Donc ça vient de ressortir. Là, le seuil, par exemple, adopté par the Institute of Medicine, ils disent que c'est 16 nanogrammes. Pour les deux autres sociétés savantes, l'un adopte 10 nanogrammes, l'autre 20 nanogrammes. C'est pas encore standard, c'est pas encore homogénéisé. C'est des études qui restent encore, le seuil reste encore hétérogène. Également pour l'apport alimentaire en vitamine D. Donc c'est variable entre 400 et 600 unités par jour. Et le docteur Mejmea a même rajouté que ça peut arriver jusqu'à 2000 unités pour les femmes enceintes et allaitantes. Finalement, donc, il y a plusieurs gaps qui mentionné l'article qui sont encore mal élucidés concernant la vitamine D. Et surtout, le souci majeur, c'est le souci de standardisation. Qu'est-ce que ça veut dire standardisation? C'est-à-dire la technique de dosage. Par quoi on est en train de doser la vitamine D? Comme vous le savez, donc la technique de référence maintenant en biologie, c'est la méthode LCMS-MS. Donc c'est la haute technologie, c'est la haute tendance et de nombreuses publications incitent à utiliser cette technique comme technique de référence pour presque toute la gamme biochimie. Sauf que cette technique, elle est lourde, elle est très très coûteuse. Pour votre connaissance, je vous dis que ça coûte à peu près 800 millions. On n'arrive pas en Tunisie à l'implémenter jusqu'à ce jour dans aucun hôpital public, sauf à l'Arabta, donc ils viennent de l'acquérir, le laboratoire de biochimie. J'espère qu'il arrivera un jour qu'on arrive à l'avoir également à Sfax. C'est une technique qui est très très reproductible, très sensible et qui permet, regardez, de doser la 1,25, la 25 hydroxy vitamine D et tous les dérivés, les petits dérivés, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas de la vitamine D. Donc c'est très 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 pointu comme technologie. Là, en Tunisie, qu'est-ce qu'on a sur les laboratoires privés et publics? Nous avons des kits, ce qu'on appelle immunologiques, c'est-à-dire qu'on utilise des anticorps qui vont se fixer sur des antigènes de la vitamine D et qui vont nous donner un signal qu'on mesure par la suite. Ces techniques, bien qu'ils sont très très robustes pour la gamme hormonologie FT4 TSH, c'est-à-dire pour la vitamine D et pour la PTH, donc il y a encore un effort à fournir pour ajuster et pour bien doser ces molécules-là. Donc, jusque ce jour, les kits commercialisés, ils manquent de spécificité et de sensibilité malheureusement.
En 2017, the National Institute of Standard and Technology ont mis en place un nouveau standard pour le dosage de la vitamine D qui s'appelle le SRM 2973. Et depuis, les efforts des biologistes et des fournisseurs doivent commencer, c'est-à-dire qu'ils doivent, comme première étape, pour standardiser le dosage de la vitamine D, comme première étape, développer une technique de référence qui est la LCMS-MS, c'est la chromatographie liquide couplée à la spectro de masse. Ensuite, produire un calibrant universel que toutes les firmes doivent l'utiliser pour calibrer, c'est-à-dire calibrer, c'est pour donner une valeur exacte donc à la vitamine D pour qu'il y ait une répétabilité et une reproductibilité entre les différents utilisateurs par la suite. Je ne sais pas si j'utilise des termes, est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois encore... c'est clair, donc on continue. Donc, deuxième étape, c'est de produire un calibrant, un standard international. Ça a été fait en 2017. Troisième étape, c'est de essayer donc, de calibrer les kits commercialisés avec ce matériau de référence pour diminuer les divergences entre les techniques et rendre les choses homogènes. Si je dose les vitamines D chez X et je vais la doser chez Y un autre jour, il ne faut pas qu'il y ait une différence énorme point de vue technique. Ce n'est pas la variation individuelle. Il faut que la variation analytique soit minimisée au maximum. Nous sommes actuellement au niveau 3. Donc, on n'est pas encore arrivé à la dernière étape où, comme on le dit, il faut vérifier the end user test performance. On n'est pas arrivé à ça. Donc, l'étape suivante, c'est que tous les articles, toutes les publications doivent faire attention. Je vous invite, vous, cliniciens, à regarder, à examiner quand il y a un papier qui est publié. Est-ce que le papier, dans la partie méthodologie, dans la section dosage de la vitamine D, est-ce que la technique elle est standardisée, oui ou non? Si elle n'est pas standardisée, arrêtez l'article. Donc il faut s'arrêter là. Si elle est standardisée, continuez à lire l'article et regarder les seuils décisionnels, etc. Mais si la technique est encore non standardisée, ce qui vient par la suite n'a plus aucun sens. Qu'en est-il de la plateforme disponible Aspax? La majorité des confrères biologistes utilisent des techniques immunologiques, soit Vidas, ou bien Roche, ou bien Abbott. Donc, c'est les trois grands. Je ne fais pas de la publicité, mais pour que quand vous allez examiner une feuille de biologie, généralement, vous avez sous le paramètre vitamine D, 25OH vitamine D, entre parenthèses, le biologiste devrait mentionner la technique qu'il a utilisée. Donc, c'est des techniques immunologiques. Mais les trois, j'ai essayé de vous montrer ce papier parce qu'il a comparé les techniques entre elles. Et regardez, pour les deux techniques dont je viens vous parler, il y a toujours un biais négatif par rapport à la technique de référence. Alors que le fiche fournisseur, quand le fournisseur vend la technique au biologiste, il affirme dans la fiche prospectus que la technique elle est standardisée et qu'elle est corrélée à la technique de référence. Sauf en vérifiant ça a été publié en 2015, en vérifiant ça, on trouve déjà un biais négatif par rapport à la technique de référence. C'est-à-dire que la valeur, elle est un biais, c'est-à-dire la valeur trouvée, elle est diminuée par rapport à la valeur vraie ça varie entre 5 et 16% en moins. Ça rate en plus. Pour notre technique utilisée au laboratoire, pour le travail dont je viens vous parler, alors selon le fournisseur, il nous dit que la technique elle est corrélée à la technique de référence qui est le LCMS-MS avec un coefficient de corrélation presque à 0,9. En cherchant un peu dans la bibliographie, j'ai tombé sur cet article qui a vérifié vraiment la corrélation et qui a trouvé un coefficient est égal à 0,74. On est très loin du 0,9 annoncé par le fournisseur. Donc voilà en pointillé ce qu'on devrait avoir et en bleu ce que réellement on a trouvé. Donc quand on regarde, bon, le biais de moins 8,4 c'est acceptable. Mais bon, vous savez, quand on travaille dans des fourchettes très très abaissées de vitamine D, la variation doit se transforme, elle doit être quand même non négligeable. Donc 8%, c'est pas rien quand on travaille dans des valeurs très très abaissées. Finalement, donc, cet article qui parle donc de la surveillance, de l'évaluation, de la standardisation au Japon, ils ont comparé 3 techniques de référence avec 8 techniques immunologiques
au Japon, et ça a été publié dans The Annals of Clinical Biochemistry. Et comme conclusion, au Japon, ils disent qu'on manque de standardisation et que donc les fournisseurs doivent fournir un peu plus d'efforts afin d'harmoniser les dosages. On attend les Japonais pour, pour harmoniser et qu'on puisse par la suite avoir des kits robustes. Finalement, une petite précision sur l'anticoagulation utilisée. Je vous ai parlé de tube DTA depuis tout à l'heure. Je vous ai dit que on a jugé performant de doser à la fois la vitamine D et la PTH sur un tube DTA. Parce que le fournisseur nous dit qu'il n'y a pas de problème, la vitamine D, on peut la doser sur sérum, sur tube DTA, sur tube vert, peu importe. Donc, dans l'étude, on a comparé la vitamine D dosée par sur un tube NFS versus tube héparinate et nous avons trouvé des divergences. Et quand on a fait une corrélation linéaire, à peu près, nous avons trouvé que la vitamine D dosée sur un tube plasma, donc hépariné, c'est-à-dire un tube vert, elle est légèrement plus élevée que la valeur trouvée si on travaille sur un tube EDTA. Voici la courbe avec l'équation. Dans les papiers scientifiques, j'ai pas vraiment trouvé trop d'articles sur ça, mais il y a un article qui montre que les valeurs trouvées sur EDTA, elles sont moindres par rapport au sérum et par rapport au plasma hépariné. Donc, au total, la détermination des valeurs de référence pour la vitamine D reste encore un sujet de débat. Et en conséquence, la définition d'une carence, d'une insuffisance et du taux optimal à atteindre ne semble pas encore complètement consensuelle. Certes, sur le plan technique, il y a du travail à faire. Et je termine en disant que la détermination des valeurs de référence pour la PTH, c'est un autre chapitre qu'on doit discuter peut-être une autre fois, parce que ce n'est pas aussi facile non plus. Donc, il faut toujours se fixer donc, un référent. Donc, si on va travailler sur la vitamine D, il faut chercher, il faut se mettre d'accord sur une valeur seuil de PTH. Mais si on essaie de travailler sur la PTH, on va remettre la question sur la vitamine D. Et c'est un cercle donc, vicieux et on ne pourra pas s'en sortir. Donc, je vous invite à lire ce papier-là, qui vient de sortir également sur la PTH. Quel seuil doit-on adopter également? Une fois tout est clair sur les seuils décisionnels, on pourra parler maintenant pour la supplémentation. Chez qui on doit supplémenter? Est-ce que c'est relié au risque cardiovasculaire? Tout ça c'est encore prématuré. Et je vous invite tous à modérer la prescription de la vitamine D actuellement, jusqu'à ce que, sur le plan biologique, les performances s'améliorent. Voilà, et je termine ma présentation. Merci. Bravo, félicitations.